Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous emmener dans une aventure qui démêle l'un des plus grands mystères archéologiques de notre temps, les fameux crânes de cristal. Au fil de nos recherches, nous avons découvert que ces artefacts, loin d'être des reliques ancestrales gorgées de pouvoir et de sagesse, sont en réalité des créations bien plus récentes, souvent le fruit d'ingénieuses mystifications. Nous allons retracer l'histoire complexe de ces objets, de leur prétendue découverte à leur véritable origine, en passant par les personnages hauts en couleur qui ont forgé leur légende. Préparez-vous, car certaines vérités pourraient vous surprendre. Il existe une légende qui a su traverser les âges, celle des 13 crânes de cristal. On dit qu'ils furent façonnés en des temps immémoriaux et qu'ils constituent l'héritage le plus précieux de l'humanité. Selon une vieille histoire indienne, ces crânes détiendraient les réponses aux plus grands mystères qui nous obsèdent, comme l'origine de la vie, le sens de notre existence, ou encore le destin de l'humanité. Pour révéler ces secrets, il faudrait parvenir à réunir les 13 artefacts, accomplissant ainsi la volonté de leur mystérieux créateur et dévoilant à l'humanité un message en sommeil depuis des millénaires. C'est du moins ce que raconte un livre, et pas n'importe lequel, un best-seller, un succès fulgurant qui a rendu les crânes de cristal aussi célèbres que les pyramides. Il a été publié en 1997, mais il s'avère qu'il n'est pas le premier à mentionner ces artefacts. En creusant les archives, la piste des crânes remonte au moins au XIXe siècle. Et plus nous nous enfonçons dans les profondeurs du temps, plus se dévoile une vérité stupéfiante. La véritable origine des crânes de cristal. Mais pour en arriver là, le chemin est long et tortueux. Nous parlons d'une enquête complexe, troublée d'informations trompeuses, semée de retournements de situation, si bien qu'il a fallu des années à l'anthropologue Jane McLaren Walsh pour en venir à bout. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans ce sac de nœuds et de découvrir ensemble des informations que certaines personnes n'auraient jamais voulu voir ressurgir. Partons ensemble sur la piste des crânes de cristal. En 1997, Chris Morton et Kyle Louis Thomas, deux journalistes de télévision, publient le résultat d'une enquête qu'ils ont menée à travers le monde, une enquête sur les crânes de cristal. Au fil des centaines de pages de leur ouvrage, le public découvre la véritable origine de ces artefacts. Il s'agirait de créations de civilisations anciennes, peut-être mayas ou aztèques, peut-être plus anciennes encore. En tout, il existerait un total de 13 crânes. Mais au moment où le livre est publié, en 1997, 4 seulement sont connus. 4 crânes seulement semblent avoir refait surface. Et parmi ces 4, le plus important est le crâne d'Amour. Pour les deux journalistes, c'est le point de départ de l'enquête, le crâne le plus connu, le plus célèbre. Et selon eux, il s'agit aussi du plus puissant. En 1997, il appartient à un personnage très important, une certaine Hannah Mitchell Hedges. Face à Morton et Thomas, Hannah décrit avec emphase les pouvoirs de l'artefact. Il apporterait santé, bonheur, joie de vivre et serait même capable de soigner les maladies, comme le cancer. Alors, pour en faire profiter le plus grand nombre, Hannah organise de vastes tournées d'exposition. Bien sûr, il faut payer pour approcher le crâne, mais c'est pour la bonne cause, car Hannah est chargée d'une mission. Transmettre le message d'amour et d'espoir du crâne. Ce qu'elle se garde bien de révéler à son public, c'est que l'artefact n'a pas toujours été porteur d'un message d'amour. Encore quelques années plus tôt, elle-même l'appelait par son véritable nom, Skull of Doom, ce qu'on pourrait traduire par crâne de la destruction. Comment le crâne de la destruction, ou crâne du destin funeste selon les traductions, a-t-il pu se transformer en crâne d'amour? Et puis, d'où vient-il ce crâne? Pour le savoir, il faut remonter à son précédent propriétaire, Frederick Albert Mitchell Hedges, le père adoptif d'Hannah. Explorateur et aventurier, il s'est lancé à plusieurs reprises sur les traces de cités mayas, et c'est au cours d'une expédition qu'il aurait découvert le crâne. Il en parle pour la toute première fois en 1949 dans les pages du Bournemouth Echo. Voici ce que retranscrit le journaliste.
Monsieur Mitchell Hedges a découvert le crâne de cristal alors qu'il menait une expédition sur les traces de la civilisation disparue Maya en Amérique centrale dans les années 30. Malheureusement, la découverte n'est pas racontée en détail et dès lors, il faut attendre 5 ans pour entendre reparler du crâne. C'est en effet en 1954 que Frédéric publie son autobiographie Danger My Ally, Danger, mon allié. Sous ce titre provocateur, Mitchell Hedges raconte sa vie de baroudeur intrépide. Et parmi les centaines de pages de l'ouvrage, un paragraphe, un seul, est consacré au crâne de cristal. Je cite. « Nous emportâmes le sinistre crâne de la destruction au sujet duquel on a beaucoup écrit. J'ai mes raisons pour ne pas révéler comment il est entré en ma possession. Il est en cristal de roche très pur, et d'après les savants, il a fallu plus de 150 ans de travail de génération en génération pour polir l'immense bloc avec du sable et lui donner sa forme parfaite. Il date d'au moins 3600 ans, et selon la légende, il servait aux grands prêtres des Mayas au cours de certains rites ésotériques. Lorsqu'il décrétait une mort avec l'aide de ce crâne, dit-on, elle se revenait inévitablement. Il a été décrit comme l'incarnation de tout mal. Autrement dit, le crâne serait un instrument de mort, un instrument d'autant plus mortel que toute personne s'en étant moquée serait morte, raconte Mitchell Hedges. Hélas, il ne révèle pas grand-chose de plus, et quand lui-même finit par décéder en 1959, il lègue l'artefact à sa fille Anna. C'est donc Anna qui se retrouve gardienne du crâne, et contrairement à son père adoptif, elle décidera de briser le secret de la découverte du crâne. Voici ce qu'Anna raconte. Un jour, qu'elle accompagnait son père à Lubantun, la cité maya, elle se serait rendue sur le site de fouilles. Elle aurait exploré une salle encombrée de gravats, et là, elle aurait aperçu un éclat scintillant. Le crâne. C'est donc elle qui aurait découvert l'artefact, et, chose amusante, la découverte serait précisément survenue le jour de ses 17 ans, le jour de son anniversaire. Difficile d'oublier une telle coïncidence. Ainsi, Anna dévoile petit à petit la véritable histoire du crâne. Sauf que plus le temps passe, plus ses interventions se multiplient, plus elle commence à se rendre suspecte. Car au fil de ses interventions, Anna se contredit de plus en plus, au point que certains commencent à s'interroger. La fille du célèbre explorateur dit-elle vraiment la vérité? Premier élément étrange, Anna et son propre père se contredisent. Frédéric disait avoir découvert le crâne dans les années 30. Anna, par contre, évoque plutôt les années 20, quand elle avait 17 ans. Et puis, elle mélange les années. Parfois, elle reste sur le jour de ses 17 ans, comme ici par exemple. Mais parfois, elle évoque plutôt ses 19 ans, comme dans ses attestations sur l'honneur. Bon, jusque-là, ça pourrait tout à fait être des erreurs de bonne foi, sauf que le pire est à venir, car bientôt, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune trace d'Anna dans les expéditions à Lubantun. Elle n'apparaît ni dans les registres, ni dans les témoignages, ni sur les photos, ni même dans les écrits de son père. Anna semble n'avoir jamais mis les pieds dans la cité maya quand elle était enfant. Pire, on déterre une vieille interview qu'elle avait accordée au magazine Fate en 1962, peu après la mort de son père. Et à cette époque, elle était très claire. C'était bien son père qui avait découvert le crâne, pas elle, et encore moins le jour de ses 17 ans. La version d'Anna paraît donc assez suspecte. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus faire confiance à son père, car Frédéric Mitchell Hedges était connu pour sa propension, disons, à l'exagération. Il a par exemple cherché à se faire passer pour le découvreur de Lubantun, la cité maya, alors qu'elle avait déjà été découverte depuis 30 ans et qu'elle était bien connue. Encore pire, Frédéric Mitchell Hedges ne semble pas s'être limité à des mensonges. Il a aussi été mêlé à de véritables mystifications, la plus célèbre étant l'affaire du Daily Express. C'est une affaire complètement rocambolesque, mais qui a l'avantage d'avoir été très médiatisée à l'époque. Elle est donc assez facile à reconstituer. Les faits se déroulent dans les années 20, tandis que Frédéric Mitchell Hedges est en tournée de conférences à travers l'Angleterre. Un jour, qu'il est en voiture avec son chauffeur,
Il est victime d'une attaque fomentée par 6 hommes. Dans l'action, Frédéric se fait dérober une mallette remplie de documents précieux et de têtes réduites. L'affaire fait grand bruit dans la presse. Frédéric Mitchell Hedges témoigne devant les journaux jusqu'à ce qu'un journal, le Daily Express, dévoile la supercherie. En effet, l'un des complices décide de vendre la mèche. Il s'avère que tout n'était qu'une mise en scène, un canular orchestré pour assurer la publicité de Mitchell Hedges. Frédéric réplique en attaquant le journal pour diffamation et finit par perdre son procès en 1928. L'affaire est assez désastreuse et Frédéric laisse pas mal de plumes puisque lors du procès devant le tribunal, certaines de ses allégations concernant ses explorations et ses aventures seront sévèrement remises en doute. Le tout étant évidemment retranscrit dans la presse. Bref, Mitchell Hedges sort du procès avec une crédibilité sérieusement entachée, si bien que dès cette époque, pas mal de monde savait à quoi s'en tenir avec le personnage. Mieux valait ne pas trop le croire sur parole. Mais alors, qu'en est-il du crâne de cristal ? Eh bien, une fois de plus, le narratif de Mitchell Hedges n'allait pas tarder à s'effriter, laissant voir une vérité bien différente et plutôt embarrassante. La première fois que Frédéric Mitchell Hedges parle du crâne de cristal, c'est en 1949. Souvenez-vous, il dit « J'ai mes raisons pour ne pas révéler comment il est entré en ma possession ». D'habitude, Mitchell Hedges ne rechigne pas à raconter ses exploits, comme ses combats acharnés avec des poissons géants ou des crocodiles par exemple. Alors, quel secret pourrait être assez terrifiant pour l'empêcher de raconter la découverte du crâne, l'une de ses plus belles découvertes a priori ? Eh bien, la réponse est cachée dans les archives. Il existe en effet des documents qui mentionnent le crâne de cristal avant Mitchell Hedges. C'est le cas de cet exemplaire de la revue Man. Publié en juin 1936, on y retrouve notre crâne de cristal que l'auteur de l'article compare à un autre crâne très similaire, celui du British Museum. Or, il est spécifié dans le texte que notre crâne de cristal, le futur crâne de Mitchell Hedges, appartient alors à un antiquaire, Sidney Burney. Oui. En 1936, le crâne est entre les mains d'un antiquaire et visiblement, il a du mal à le vendre puisque 7 ans plus tard, on retrouve le crâne dans un catalogue de vente aux enchères, celui de Sotheby & Co. C'est là qu'un miracle semble se produire puisque le 15 octobre 1943, le crâne finit enfin par être vendu. Vente aux enchères de Sotheby's, lot 54, crâne de cristal. Vendu par M. Burney à M. Mitchell Hedges pour 400 livres. Frédéric Mitchell Hedges a acheté son crâne de cristal. Il fait part de la nouvelle à son frère dans une lettre du 22 décembre, lettre jadis retranscrite sur le site officiel d'Anna Mitchell Hedges et toujours accessible avec le site Wayback Machine. Il écrit « Tu as peut-être vu dans les journaux que j'ai acquis cet incroyable crâne de cristal qui était auparavant dans la collection de Sidney Burney. Quand l'information ressurgit et qu'Anna est confrontée, elle n'avoue pas que le crâne a été acheté, il y a trop d'éléments à charge. Par contre, elle maintient que sa version est la bonne, puisqu'elle affirme qu'avant d'avoir été acheté, le crâne aurait quand même été découvert à Lubantown. Simplement, elle et son père auraient confié l'artefact à l'antiquaire en gage d'une dette. Pourtant, la lettre de Frédéric Mitchell Hedges à son propre frère ne laisse aucun doute. Il ne dit pas qu'il a récupéré un crâne qu'il avait auparavant découvert avec sa fille. Non, il dit simplement qu'il a acheté un crâne de cristal. Cerise sur le gâteau, Sidney Burney lui-même, donc l'antiquaire, contredit la version d'Anna, puisque dans une lettre de 1933, il explique qu'il a acquis son crâne à Mexico, donc à 2000 km de Lubantown. C'est désormais une certitude. La véritable origine du crâne n'a rien à voir avec Lubantown. Pour connaître la vérité, il faut chercher à Mexico. Avant de nous enfoncer davantage sur la piste du crâne de la destruction, récapitulons les informations fiables. Jusqu'ici, on ne connaît pas la véritable origine du crâne. Par contre, on sait qu'il a été mis en vente à partir de 1933, acheté par Frédéric Mitchell Hedges en 1943 et dès lors présenté comme un crâne maudit. À la mort de Mitchell Hedges en 1959,
C'est sa fille, Anna, qui en hérite, et dans un premier temps, elle reste sur la même ligne que son père. Le crâne serait un objet maléfique. Je cite Anna. Il y a des choses inexpliquées à propos du crâne dont je parle à tous ceux qui se montrent intéressés pour l'acheter. Je crois que n'importe qui peut faire mourir quelqu'un à travers le crâne du destin funeste. Parfois, je regrette de ne pas l'avoir enterré avec mon père comme il le souhaitait. Mais 40 ans après, le discours a complètement changé. Le crâne est devenu un instrument de guérison qui soigne le cancer, qui apporte santé, bonheur et joie de vivre. Un revirement de situation a priori incompréhensible, mais qui tient en réalité à un nouveau protagoniste, Frank Dorland. Frank Dorland est un marchand, une ancienne connaissance de Frederick Mitchell Hedges. Frédéric devait lui confier la vente d'une pièce de sa collection, la Vierge de Kazan. Mais Frédéric est mort avant de conclure l'affaire, et c'est sa fille qui a repris les négociations. Or, toutes les lettres que se sont échangées Frank Dorland et Anna Mitchell Hedges sont conservées dans les archives. Ce qui nous permet d'apprendre qu'en 1964, Frank Dorland devient le promoteur d'une nouvelle pièce de la collection Mitchell Hedges, le crâne de cristal. Je cite Frank Dorland. « Je voudrais gérer ce trésor d'art pour vous. Nous pouvons lancer un programme sur le crâne et obtenir votre prix. » Désormais, Frank Dorland est chargé d'assurer la publicité du crâne. C'est là que l'artefact se met soudainement à changer de visage. Il devient bénéfique, éloignant le mauvais œil, prodiguant la protection du ciel. Alors, Frank Dorland croyait-il sincèrement à ses pouvoirs ? Peut-être, puisqu'il semble avoir été versé dans les croyances ésotériques. Quoi qu'il en soit, il réussit un tour de force en convainquant l'auteur Dick Garvin d'écrire un livre sur le crâne. Cet ouvrage est publié en 1973, et c'est la première fois que le crâne est vraiment sous le feu des projecteurs. 20 ans avant Morton et Thomas, c'est le premier ouvrage à forger la mythologie du crâne. Ce sont surtout les théories de Frank Dorland qui sont reprises à travers le livre. Le crâne serait ainsi une boule de cristal taillée par les Atlantes, amenée aux Mayas par les Phéniciens, transférée à Londres par les Templiers, puis revenue en Amérique centrale. Même si Dorland précise que tout cela est purement spéculatif, la nouvelle identité du crâne, bienveillante, est désormais consacrée. Et à partir de là, le succès ne fait que croître. Ce qui n'était qu'un simple artefact un peu inquiétant devient la cible d'attrait, voire de vénération. Anna organise des tournées d'exposition payantes où elle vend aussi bien des diapositives que des conférences. Et désormais, il ne semble plus question de trouver un acheteur au crâne de cristal. À sa mort en 2007, Anna Mitchell Hedges laisse derrière elle un grand nombre d'adeptes du crâne, croyant fermement à ses pouvoirs. Mais paradoxalement, son décès allait aussi contribuer à dévoiler la vérité, car juste après sa mort, il s'est passé quelque chose. Il se trouve que sur les dernières années de la vie d'Anna, un homme, Bill Oman, s'était rapproché d'elle. On ne sait pas bien s'il s'agit de son ami ou de son mari, puisque les versions varient, mais en tout cas, c'est lui qui récupère le crâne, et lui s'avère sincèrement convaincu de l'authenticité de l'artefact. Et de façon complètement inattendue, Bill Oman va autoriser une étude scientifique du crâne, chose qu'Anna n'avait pas acceptée depuis 40 ans. Pour la toute première fois, le crâne allait être soumis à de véritables méthodes de datation, ce qui n'était jamais arrivé, j'insiste. Il y a bien eu une pseudo-étude sous la supervision de Frank Dorland dans les années 70 que j'ai pu lire, mais pas avec des outils assez performants pour obtenir les informations importantes comme la date de fabrication du crâne par exemple. Ainsi, pour la première fois, le crâne allait révéler son histoire. C'est au cours de l'année 2008 que le Skull of Doom sera enfin examiné scientifiquement. Et il ne sera pas seul puisque les 3 autres crânes de cristal les plus connus l'accompagneront sous les microscopes. Le crâne du British Museum, le crâne du musée du Quai Branly à Paris et le crâne de la Smithsonian. Ce dernier crâne est assez important. En fait, c'est un peu grâce à lui que l'enquête sur les crânes de cristal a pu être résolue. En effet, ce crâne a été reçu par la Smithsonian Institution, une institution de recherche, en 1992, et il a la particularité d'avoir été reçu par colis anonyme. Le message disait « Ce crâne de cristal aztèque a été acheté au Mexique en 1960. J'en fais don à la Smithsonian. » Ne sachant trop quoi faire de cet objet,
Le conservateur se tourne alors vers l'anthropologue en charge des collections précolombiennes, Jane McLaren Walsh. Depuis ce jour, elle n'a eu de cesse que d'enquêter sur ces artefacts. Autant dire que les examens scientifiques de 2008 sont en quelque sorte le couronnement de son travail. On a fait des moulages de chaque crâne de cristal, on les a observés au microscope à balayage électronique, on les a comparés avec des objets précolombiens, mais surtout, on a utilisé une nouvelle méthode, la datation par hydratation du quartz. Et cette nouvelle méthode rebat les cartes, car elle permet de dater non pas le quartz en lui-même, mais bien le moment où il a été taillé. Oui, il est désormais possible de savoir quand ont été fabriqués les crânes de cristal. Pour ce faire, il suffit de regarder l'épiderme du quartz, car dès lors que le quartz est taillé, son épiderme commence doucement à s'hydrater. Alors, c'est simple, plus la couche d'hydratation est importante, plus le crâne a été taillé il y a longtemps. L'épiderme a eu le temps de s'hydrater. À l'inverse, plus elle est mince, plus le crâne est récent. À l'issue des analyses, les résultats sont sans appel. Les crânes sont récents. On observe des traces d'outils modernes sur tous les crânes, y compris le Skull of Doom. L'hydratation du quartz du crâne de Mitchell Hedges est encore moins avancée que sur un lustre du XVIIIe siècle. Et le cristal qui a servi à tailler le crâne du British Museum est originaire soit d'Europe, soit de Madagascar, soit du Brésil. Autant de régions qui n'avaient aucun contact avec les Mayas ou les Aztèques à ce stade. Il n'y a plus aucun doute, les crânes sont modernes. Modernes et parfaitement reproductibles, puisqu'en 2011, une entreprise a tenté l'expérience et il a suffi de 11 jours pour créer une copie conforme du Skull of Doom, une copie tout à fait bluffante. Alors bien sûr, face à de tels résultats, difficile de ne pas ressentir une certaine déception. Qui n'aurait pas aimé que les crânes soient véritablement anciens, aztèques ou peut-être plus vieux encore? Voilà qui aurait été véritablement saisissant, qui aurait suscité notre curiosité et notre imaginaire. Mais malheureusement, la réalité est beaucoup plus terre-à-terre. Les crânes sont modernes. Cela dit, leur datation réservait quand même une surprise, puisqu'on s'est aperçu que les crânes n'avaient pas été fabriqués au même moment. Autant ceux de Mitchell Hedges et de la Smithsonian sont relativement récents, employant des techniques du XXe siècle, autant les deux autres crânes, celui du Quai Branly et celui du British Museum, se sont avérés plus anciens, remontant plutôt au XIXe siècle. Et encore plus troublant, il est apparu que ces deux crânes étaient liés, car Jane McLaren Walsh a découvert qu'ils avaient été possédés et vendus par la même personne, Eugène Boban. Eugène Boban. Il était temps d'aborder ce personnage. Boban, c'est la dernière pièce du puzzle, la clé de voûte d'une grande partie du mystère. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, puisqu'il est souvent présenté comme le faussaire à l'origine de la mystification. Il est souvent présenté comme le commanditaire des crânes. Pourtant, comme vous allez le constater, rien ne saurait être plus faux. Il est temps de dévoiler la véritable origine des crânes de cristal. Une fois de plus, c'est à Jane McLaren Walsh qu'on doit d'avoir résolu cette dernière partie de l'énigme. Elle a livré les aboutissements ultimes de son enquête en 2018 dans un ouvrage baptisé « L'homme qui a inventé les crânes de cristal aztèques ». Et cet homme, c'est notre fameux Eugène Boban. Eugène voit le jour à Paris en 1834. Il passe son enfance entouré de ses 4 sœurs avec un père artisan et une mère blanchisseuse mais sans emploi, qui ne peuvent offrir qu'un petit appartement de 2 pièces exigu pour abriter toute la famille. Bien peu de choses sont connues sur la jeunesse de Boban, si ce n'est qu'à l'âge de 20 ans, sa vie bascule. La presse ne parle que de ça. Les rivières de Californie regorgent d'or, et quiconque serait assez aventureux pour tenter le voyage pourrait bien faire fortune. C'est ce qu'on appelle la ruée vers l'or. Beaucoup d'Européens embarquent pour le continent américain et la famille Boban cotise pour que le père et le fils prennent part à l'aventure. Mais arrivé sur place, c'est la douche froide. Eugène est horrifié par le comportement des chercheurs d'or. Les Mexicains se font lyncher, les Indiens assassinés. Le jeune Parisien en témoigne dans ses notes. Je cite « Rien n'est plus étrange que de voir l'homme qui se prétend civilisé prendre un si grand plaisir à tout brûler et à tout détruire.
Et si les Indiens ont dans leur langue le mot « sauvage », que de fois ils ont pu l'appliquer avec raison aux Européens. Mais Eugène, lui, n'a pas le même comportement que ses congénères. Et contrairement à la plupart des Européens, il se met à fréquenter les populations natives et les années passent. Son père finit par rentrer à Paris. Mais Eugène, lui, s'installe à Mexico. Et c'est là que l'histoire prend un tournant particulièrement intéressant. En effet, Eugène se découvre une véritable passion pour l'histoire du Mexique. Il commence à récolter des artefacts précolombiens, c'est-à-dire aztèques, mayas, etc. Et de fil en aiguille, il devient antiquaire. Son métier consiste à collecter des objets anciens afin de les vendre à des collectionneurs ou à des musées. Cela dit, et c'est très important pour la suite, son activité est loin de se limiter aux objets précolombiens. Boban vend aussi toutes sortes d'objets d'art, plus ou moins anciens, et notamment des objets du culte catholique. Des objets dont la plupart semblent avoir été pillés. Il faut savoir qu'à cette époque, le Mexique est en guerre civile. Le gouvernement mexicain s'attaque aux symboles du colonialisme espagnol, c'est-à-dire les monuments construits par les conquistadors du XVIe siècle. Monuments qui s'avèrent être bien souvent des couvents ou des monastères. Plus d'une quarantaine d'édifices religieux sont rasés ou réaffectés, et leurs biens religieux sont revendus pour 3 fois rien. Eugène en profite pour récupérer des peintures, des statuettes, des crucifix, des calices, autant d'œuvres qui rejoignent ses étagères, voisinant avec toutes sortes d'objets parmi lesquels les 2 crânes de cristal les plus anciens. On ne peut pas remonter plus loin. Eugène Boban est le plus ancien propriétaire attesté des plus anciens crânes de cristal, celui du Quai Branly et celui du British Museum. Alors, d'où viennent ces artefacts ? Une chose est sûre, Eugène sait qu'ils ne sont pas aztèques. Dans son catalogue de 1880 figure le crâne du British Museum, l'objet le plus cher de tout le catalogue, 3500 francs. Et tenez-vous bien, il n'est pas classé parmi les objets précolombiens. Au contraire, Eugène le range dans la catégorie « objets divers ». Autrement dit, en 1881, Eugène ne considère pas cet objet comme une découverte archéologique. Où l'a-t-il récupéré ? Dans quelles circonstances ? Qui sait ? En tout cas, Eugène décrit simplement le crâne comme un objet d'art et il n'est pas présenté comme précolombien. C'est 5 ans plus tard que tout bascule. À cette époque, Eugène Boban s'associe avec un certain Leopoldo Bat qui mène des fouilles archéologiques et ensemble, ils tentent de vendre le crâne de cristal au Musée national de Mexico. Problème, ils essaient de le faire passer pour un objet aztèque. À l'époque, ce genre d'entourloupe est monnaie courante. Les musées sont en pleine expansion. Ils cherchent à remplir leurs vitrines. Ils ont besoin de collections et de nombreuses contrefaçons passent entre les mailles du filet. Hélas pour nos 2 compères, la supercherie est trop grosse. Le curateur du musée ne se fait pas avoir et la vente est annulée. La réputation qu'Eugène avait patiemment bâtie à Mexico est définitivement ruinée, à tel point qu'il s'exile à New York. Et c'est là qu'il finit par vendre le crâne de cristal. Il en tire la somme colossale de $1000, c'est-à-dire l'équivalent de $30 000 actuels. Et cette fois, Eugène a été beaucoup plus prudent. Dans sa présentation, il tisse un parallèle entre l'importance du crâne chez les Aztèques et le crâne de cristal. Mais il n'écrit pas noir sur blanc que le crâne de cristal serait aztèque. Il ne prend aucun risque. En tout cas, l'effet fonctionne plutôt bien puisque dès lors, les graines sont semées. L'assimilation entre crâne de cristal et objets précolombiens est née. Tout ça alors que, je le rappelle, les crânes sont des fabrications récentes. À l'époque où Eugène possède les 2 crânes de cristal, ils sont vieux de quelques dizaines d'années tout au plus. Ce ne sont pas des objets très anciens. Il est même possible qu'ils aient été fabriqués à l'époque de Boban lui-même, ce qui suscite pas mal de questions sur leur véritable nature et leur origine. Questions longtemps restées sans réponse jusqu'à ce que des chercheurs s'intéressent à un détail. Un détail insignifiant, mais qui recèle peut-être la clé du mystère. Regardez bien, observez attentivement. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué. Ce crâne est celui du Quai Branly, l'autre crâne de cristal à avoir été possédé par Eugène Boban.
Et ce crâne a la particularité d'être perforé. Dès l'origine, le tailleur du crâne a pratiqué une perforation verticale. Bien sûr, cette ouverture n'est pas là par hasard. Elle montre que quelque chose était fixé au crâne. Il n'était pas conçu comme un élément individuel à l'origine. Il appartenait à un ensemble. Un ensemble comme par exemple ceci. Ce que vous avez sous les yeux est une authentique croix reliquaire catholique datant de l'époque coloniale. Une croix en cristal de roche, dont le socle n'est autre qu'un crâne de cristal perforé. En remontant la piste, des chercheurs comme Pascal M. ou Jane McLaren Walsh ont rappelé que la figure du crâne était très présente dans les ornements catholiques. Croix, reliquaires, chapelets de prière, les crânes sont omniprésents à Mexico. On en tire des objets en cristal dès l'époque coloniale, de magnifiques œuvres d'art précieusement gardées dans les monastères et les couvents. Ces mêmes établissements qui furent pillés par le gouvernement mexicain et dont les œuvres furent récupérées par les antiquaires, comme par exemple Eugène Boban. Voilà l'origine probable des premiers crânes de cristal. Ils étaient probablement parmi les dizaines d'objets de culte récupérés par Eugène Boban. Il est d'ailleurs révélateur qu'en 1881, l'un des crânes était listé juste avant un Christ en ivoire, le deuxième objet le plus cher du catalogue. Sachant que le premier objet le plus cher était le crâne lui-même. Tout cela laisse entendre que ce crâne et ce crucifix étaient associés à l'origine. Autre élément intéressant, un journal de 1887 mentionne même un crâne de cristal en expliquant qu'avant Eugène Boban, il aurait appartenu à un officier mexicain, ce qui colle parfaitement avec l'hypothèse d'un ornement religieux. Car si l'article ne précise pas comment l'officier a obtenu l'objet, il en donne la date, avant la conquête de Maximilien. Et avant la conquête de Maximilien, ça veut dire au moment de la guerre de Réforme, donc au moment précis où les monastères étaient détruits ou réaffectés, au moment où les œuvres religieuses étaient récupérées par le gouvernement mexicain. Alors, qui de mieux qu'un officier présent sur place pour s'emparer de quelques œuvres et les revendre sous le manteau? Toutes les sources vont dans la même direction. Et selon des chercheurs comme Pascal M. ou Jane McLaren Walsh qui ont découvert cette piste, c'est à ce jour la plus probable. Les premiers crânes de cristal ne seraient pas des contrefaçons à proprement parler, mais de véritables ornements chrétiens par la suite détournés de leur identité réelle. Dans le cas du crâne perforé, on peut aisément y voir un support de croix. Et quant à l'autre crâne, il était peut-être constitutif d'un calvaire posé à la base d'une croix, voire inséré dans une mise en scène. En tout cas, c'est un rappel évident du Golgotha. Dans les évangiles, le Golgotha est l'endroit où le Christ a été crucifié, une colline désignée comme, je cite, « le lieu du crâne ». De quoi expliquer l'omniprésence de ce motif dans les églises, les monastères, les couvents et autres édifices catholiques. Alors, à l'issue de tout ça, on peut se poser la question. Est-ce que Eugène Boban savait vraiment quelle était la véritable nature des crânes? Peut-être. En tout cas, il savait que ses œuvres n'étaient pas aztèques, en témoigne son propre catalogue. Et comme il avait visiblement beaucoup de mal à les vendre, il a fini par céder à la facilité en les faisant passer pour des pièces archéologiques, des œuvres beaucoup plus attrayantes que de simples ornements chrétiens. Malgré tout, il ne faudrait pas considérer Boban comme un truand sans foi ni loi, prêt à mentir pour écouler ses stocks. En réalité, à travers l'étude minutieuse de ses lettres et des sources d'époque, Jane McLaren Walsh dresse l'image d'un homme complexe, un homme respectueux des natifs, contrairement à pas mal d'Européens, mais aussi un homme érudit et un antiquaire relativement honnête qui a vendu très peu de faux objets par rapport à ses collègues de l'époque. Pour couronner le tout, Eugène Boban semble avoir été pris de remords à la fin de sa vie, car il existe une interview dans laquelle il avoue la supercherie. Oui, Eugène Boban avoue que les crânes de cristal ne sont pas anciens. Voilà donc ce qu'il confiait au New York Tribune il y a précisément 125 ans. Je cite. « De nombreux crânes précolombiens en cristal de roche ont été fabriqués avec tant d'habileté qu'ils échappent presque à la détection et ont été présentés comme authentiques aux experts de certains des principaux musées d'Europe. En 1900,
Eugène Boban dévoile la vérité. Les crânes sont soi-disant précolombiens et, de surcroît, de nombreux seraient des contrefaçons. Alors, si les tout premiers crânes de cristal, et notamment ceux qu'il a lui-même vendus, ne sont pas en réalité des contrefaçons à proprement parler, c'est-à-dire des objets créés dès le départ pour tromper, eh bien d'authentiques contrefaçons finiront tout de même par voir le jour. Car devant le succès des crânes de cristal vendus par Eugène Boban, des faussaires auront l'idée de recréer eux-mêmes des crânes de cristal dans le but de toucher le pactole. C'est le cas par exemple de ce crâne, un crâne fabriqué dans les années 30 qui est très inspiré du crâne du British Museum. Ce nouveau crâne, cette contrefaçon, a fini par être vendu au prix fort, 400 livres, l'équivalent de 20 000 € actuels. Quant au malheureux acheteur qui s'est fait avoir, eh bien, on connaît son nom. Un certain Frederick Mitchell Hedges. Oui, c'est cette copie du crâne du British Museum qui deviendra le Skull of Doom. Ce crâne, soi-disant découvert par Mitchell Hedges dans les ruines d'une cité maya. Et c'est cette copie qui finira entre les mains de sa fille Anna Mitchell Hedges, puis du marchand Frank Dorland. Voilà comment un empilement de supercheries sur plus d'un siècle ont donné naissance à la plus grande mystification archéologique contemporaine. Et surtout, voilà comment d'innocentes œuvres d'art se sont vues investir d'un pouvoir surnaturel, un pouvoir tout à fait tangible. Car oui, je pense que les crânes ont bel et bien un certain pouvoir. Laissez-moi vous en convaincre avec une anecdote très peu connue mais bien réelle. La mésaventure du crâne de Crestone. En 1995, en bordure d'un ranch du Colorado, un crâne de cristal est découvert. Très vite, il déchaîne les passions. Un rassemblement à la pleine lune est organisé et les amateurs se pressent pour le voir. Certains ressentent alors des phénomènes étranges. Un état mental modifié, un ressenti d'énergie, à tel point que les journaux finissent par en parler. Les articles paraissent et parviennent entre les mains d'un certain Brazzo. Cet homme a la surprise de reconnaître entre les pages du journal l'une de ses créations, un crâne de verre qu'il avait fabriqué des années plus tôt pour une fête des morts au Mexique. Il avait offert ce crâne à ses parents, qu'il avait déposé en limite de leur ranch. En somme, ce crâne n'avait rien de particulier. Il n'était pas en cristal de roche, il n'était pas ancien, ni même façonné dans un but ésotérique. C'était simplement une œuvre décorative. Pourtant, il a eu un effet réel sur les gens, car celles et ceux qui croyaient dans son pouvoir ont bien ressenti des choses en sa présence. Simplement, ce n'était pas l'effet du crâne, plutôt un phénomène de suggestion. Certains croyants s'attendaient tellement à vivre des expériences que ça a marché. Ce type de phénomène de suggestion est documenté scientifiquement, avec par exemple les recherches sur l'hypnose. En 2000, une équipe de chercheurs a sélectionné plusieurs sujets très réceptifs à l'hypnose en leur présentant ceci ou ceci. Et quelque chose d'assez surprenant s'est produit. Quand l'hypnotiseur suggérait au sujet de voir des couleurs, les gens voyaient les couleurs, même sur le schéma en noir et blanc. Encore mieux, les zones de leur cerveau liées à la perception des couleurs s'activaient vraiment, même sur le schéma gris. Inversement, quand l'hypnotiseur suggérait qu'il ne voyait pas de couleurs, les zones du cerveau montraient une activité réduite, et même quand on leur montrait le schéma coloré. Autrement dit, les suggestions avaient un effet réel dans le cerveau, même si c'est un peu dur à imaginer. Ce type d'expérience montre bien que les gens ne mentent pas ou n'affabulent pas. Ils ressentent vraiment des choses. En étant persuadé que l'objet a un pouvoir, on se met soi-même dans une condition propice à l'autosuggestion et on peut réellement vivre des expériences. Mais soyons clairs, les crânes de cristal ne soignent en aucun cas le cancer. Ils ne sont pas non plus investis d'un pouvoir intrinsèque et n'ont pas été créés par des civilisations mystérieuses et disparues. Aucun d'ailleurs n'a été à ce jour retrouvé en fouilles archéologiques. Et la plupart des crânes de cristal qui se baladent dans la nature sont des objets récents, créés suite au succès du crâne de Mitchell Hedges. Et d'ailleurs, ce fameux crâne de Mitchell Hedges continue toujours sa carrière à ce jour. Un homme, Bill Oman, s'était rapproché d'Anna sur les dernières années de sa vie. On ne sait pas bien s'il s'agit de son mari ou de son ami, puisque les versions varient, même sur le site officiel d'Anna Mitchell Hedges.
Mais ce qui est sûr, c'est que cet homme a récupéré le crâne de cristal. Aujourd'hui, il continue toujours à le promouvoir comme étant un crâne d'amour, un objet de guérison. Et en 2009, lors de sa venue en France, vous pouviez payer 50 € pour approcher le crâne. Si Eugène Boban pouvait voir ce qu'ont donné les graines qu'il a semées 140 ans plus tôt, nul doute qu'il serait médusé. Au fond, Eugène Boban n'est pas le coupable de cette mystification. Il s'est simplement retrouvé avec 2 objets invendus sur les bras au XIXe siècle. Il les a fait passer pour précolombiens afin de réussir à les vendre et à, sans le vouloir, conférer une certaine notoriété au crâne de cristal. Dès lors, ces artefacts ont été exposés dans des musées et c'est là qu'ils ont attiré l'attention de faussaires qui n'ont pas tardé à chercher à les reproduire. L'un de ces faussaires s'est justement inspiré du crâne du British Museum qui était exposé pour façonner son propre crâne. Une contrefaçon qui a été achetée par un explorateur en mal de célébrité, Frederick Mitchell Hedges. Frédéric est ainsi devenu le propriétaire d'un crâne de cristal moderne qu'il a fait passer pour une découverte archéologique. Un crâne maudit aztèque ou maya, le Skull of Doom. Ce crâne porteur d'une lourde malédiction est ensuite passé entre les mains de sa fille adoptive, Anna Mitchell Hedges, et surtout du marchand Frank Dorland. Ces 2 protagonistes lui ont conféré une nouvelle identité bien éloignée de l'image du crâne maudit. C'est ainsi, sur fond de croyances New Age, que le désormais crâne d'amour est devenu très célèbre au point de faire connaître au grand public les autres crânes de cristal, ceux des musées ou des collections privées. Certains étaient d'anciens ornements religieux, d'autres des œuvres d'art liées aux fêtes des morts du Mexique, et d'autres enfin de véritables contrefaçons créées pour tromper. Mais peu importe, tous ces crânes pêle-mêle sont devenus le point focal d'une mythologie nouvelle, une mythologie éminemment fallacieuse puisqu'elle n'est qu'une sédimentation d'informations douteuses. La légende, évoquant les 13 crânes de cristal par exemple, n'existe nulle part avant le best-seller de Morton et Thomas, ce qui permet de douter à minima de son ancienneté, si ce n'est de son authenticité tout court. Bref, tout dans les crânes de cristal, y compris les objets en eux-mêmes, relève de la création moderne. À l'heure actuelle, et bien que le mystère ait été résolu depuis près de 15 ans, les crânes continuent à susciter toutes sortes de croyances, et je suis convaincu que la plupart des croyances sont tout à fait sincères et bien intentionnées. Mais à l'heure où certains utilisent les crânes pour faire du profit pécunier, voire incitent à les utiliser contre des maladies graves, ce qui met en danger certaines personnes, eh bien, prendre du recul s'avère très important, même si ce n'est pas facile à entendre quand on a adhéré à ce genre de discours ou qu'on y a trouvé du réconfort dans des moments difficiles. En ce qui me concerne, même le fait de connaître tous les dessous de l'affaire n'a jamais altéré ma fascination pour ces artefacts. Même s'ils ne sont pas anciens ou façonnés par des civilisations disparues et mystérieuses, ces œuvres possèdent quelque chose de magnétique. La beauté du quartz, la symbolique du crâne, l'aura de mystère et de soufre. Tout ça me fait penser que les crânes ne cesseront jamais de susciter les fantasmes et l'imagination. Et c'est peut-être l'un des symptômes de l'époque que nous traversons. Nous avons besoin de rêver, de nous évader, quitte à accepter sans discuter ce qui nous permet de le faire. En ce sens, les crânes de cristal, parmi moult autres mystifications archéologiques, ont encore de très beaux jours devant eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait évidemment plusieurs mois que je travaillais dessus, entre les recherches, le montage, tout ça, et je suis très heureux d'avoir enfin pu vous la proposer. Alors n'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir évidemment. Et pour ceux qui sont vraiment motivés, si vous en avez la possibilité et l'envie, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Ça m'aide à maintenir mon activité en dehors des sorties de vidéos. Quand je suis sur le terrain, à faire de l'archéologie par exemple, ou tout simplement en train de faire des recherches ou de la post-production sur plusieurs mois. D'ailleurs, un merci tout particulier aux tipeurs de l'année 2025. Vous avez permis d'illustrer les 2 projets de cette année avec ces magnifiques dessins de Victor Rocher, illustrateur scientifique de talent que je ne présente plus, puisqu'il a travaillé maintenant sur les 4-5 derniers projets quand même de la chaîne.
Alors, comme d'habitude, merci Victor pour ton travail, merci pour ces longues semaines passées sur ces illustrations, et un très grand merci également à Double Pouce, artiste et directeur artistique qui a réalisé les miniatures de ce documentaire et qui arrive toujours à me surprendre par ses propositions. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère encore que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas quand. Vous savez que je prends tout mon temps pour faire les vidéos, mais voilà, j'ai besoin de prendre mon temps. Ça me permet de proposer quelque chose qui soit en accord avec ce que j'ai envie de proposer. Bref, je vous dis à la prochaine. C'était Thomas, prenez soin de vous. Ciao.